Et c'est cela que nous voulons éviter. Jusqu'alors à Nanterre, compte tenu de la politique de la municipalité, qui a été toujours une politique d'apaisement et de recherche de compréhension des différentes communautés, nous sommes parvenus à éviter le pire. Et je pense que nous pouvons parvenir à continuer à éviter le pire. Nous ne sommes pas garantis contre cela. Salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast. Podcast qui est en construction quelque part. On va commencer par un peu de logistique là, comme ça, parce que j'ai eu la question plusieurs fois de est-ce qu'il va finir sur les plateformes faites pour ça, de podcast. Oui, pas forcément ces épisodes-là, les premiers. Là, en construction, je continuerai à le faire en vidéo, mais je veux dire, je le fais plutôt en vidéo, et dès le 1er janvier, on va devenir un petit peu plus pro. L'objectif, c'est ça. La nécessité pour devenir plus pro, c'est d'être, de balbutier comme je suis en train de le faire. Donc là, il est en construction. L'ADA, comme tu le vois, ne fais pas semblant de ne pas le voir, s'il te plaît. Non, l'ADA est en construction, est en train d'être monté. Et voilà, il devrait arriver sur les plateformes d'ici maintenant quelques semaines. J'essaierai de faire, en tout cas à ce moment-là, un vrai podcast. Aujourd'hui, on va parler de banlieue un petit peu. J'ai pas mes notes. On va en profiter pour vérifier si ça enregistre. Et oui, non, mais parce que si j'ai pas mes notes que je ne suis pas, comment on va faire ? Mais je vais pas les suivre, mais c'est au cas où je pars trop loin à un moment. On y revient avec ça. Donc la banlieue, est-ce que c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder ? Pas vraiment, mais disons que je me suis laissé polluer lors de ma dernière vidéo sur Barbares Civilisés par ces questions-là, parce que mon point de vue est subjectif, parce que je suis français, que j'ai connu ça aussi, et y a pas, c'est pas seulement une inquiétude, mais il y a je reviens un peu à ces questions de merde que nos politiciens nous ont imposées. Alors pas uniquement eux, il y a une chorale de gens qui nous ont imposé un peu des questions de merde, et moi je fais mon travail que de remuer. Voilà, on va arrêter la comparaison scatophile ici, scato tout court. Voilà, ça c'est un autre point. La pauvreté du vocabulaire et de tout en fait, de tous les syntaxes qui sont pas très belles. À quel moment j'ai eu cette révélation ? Je le sais depuis le début, mais peut-être que la vidéo que je me suis infligée des banlieues des années 80, dont j'ai mis des extraits même au début de ce podcast, c'était le maire de Nanterre, donc c'est pas les banlieues, c'est une cité spécifique de Nanterre, la cité des Canibous, où des journalistes, c'est TF1 il me semble, bon, en tout cas moi c'est par le biais de l'INA que je l'ai, mais je crois que c'est TF1 à ce moment-là qui va interviewer toutes sortes de profils là-bas, des jeunes, des plus vieux, disons des adultes. On voit assez clairement les différences de discours entre les jeunes et les adultes. Et puis, ils ont le maire aussi, c'est assez pro, en vrai c'est pas mal. Le maire est le juge des enfants. Un juge des enfants comme on veut plus en voir. Enfin, peut-être que ceux d'aujourd'hui sont encore pires, mais bon, c'est les années 80 aussi, il y a des looks, j'allais dire. Je veux pas nécessairement me passer des anglicismes, mais au moins bien les contrôler. Les anglicismes tels que cracked et retards, ça vaut le coup. Si, ce sera gardé, même avec un élargissement du vocabulaire. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte de ça ? Et oui, non, pardon, pour revenir au reportage des années 80. Années 80, ça reste la décadence. Je vais pas commencer à idéaliser les années 80. Je les ai pas connus, déjà, j'étais pas né à ce moment-là, mais d'un certain point de vue, c'est la décadence. De l'autre, c'est un peu un rêve. Je suis pour qu'on puisse quand même en rêver un petit peu. Ce dont je suis sûr, c'est que
les gens parlaient mieux. Voilà, pour le dire simplement, ils parlaient mieux, il y avait plus de vocabulaire, il y a même, on dit beaucoup de l'aura aujourd'hui. Il y a un charisme, euh, il y a un charisme, mais même du moindre, le jeune, comment, le gardien par exemple, qui s'exprime, de mon point de vue, mieux que les politiciens d'aujourd'hui. Alors que c'est leur boulot d'être convaincant et de bien s'exprimer, quoi. Et je vais pas oublier le café, parce qu'après je vais le boire à la fin, je vais être nerveux sur le montage. Alors que ce qu'on veut, c'est être nerveux pendant le podcast. Fais-toi un café. Fais-toi un café, évidemment. Alors, on est sur un dimanche pluvieux. La magie, quand même, du décalage horaire va faire que, potentiellement, tu vas m'écouter en même temps. Pas en même temps, t'as compris, c'est pas possible. Mais à la même heure que l'heure à laquelle je tourne. 14 heures. Je vais essayer de le sortir avant 14 heures françaises. Je n'évite pas le sujet. Mais voilà, fais-toi la meilleure boisson chaude en ce dimanche pluvieux, si tu coupes la caféine. Et t'aurais bien raison de le faire un dimanche. Fais-toi un chocolat, prends-toi du bon Van Houten. Les Allemands sont là pour ça. Je suppose qu'il est allemand, le cher Van Houten. Quand j'étais en France, je faisais beaucoup ça. C'était vraiment la boisson du dimanche extraordinaire. Donc, voilà, je fais le constat que tout le monde fait quand on voit des vidéos de Lina, c'est « Ah, qu'est-ce qui parlait bien ?» Même les enfants, même les... Peu importe, en fait, la catégorie sociale, le métier. Là, le gardien d'immeuble, j'en venais donc à ce constat, est plus balèze que la plupart. C'était pas un Mélenchon non plus, c'était pas un Jean-Marie Le Pen, c'était pas un Zemmour. Mais le politicien moyen est moins bon que le gardien. J'imagine le gardien moyen, c'était le gardien des Canibous. Une cité qui n'existe même plus aujourd'hui. On va parler un peu de ça aussi, du fait que ces cités-là n'existent plus, qu'on efface l'histoire à coups de pelleteuse et d'argent public. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'efface et qu'on la reconstruit. On n'a fait que ça, les banlieues françaises, et c'est un petit peu ce que je déplorais. Je ne l'ai pas déploré dans la vidéo, mais je devrais. Lorsque je vais dans le nouveau Belgrade, je tombe face à des bâtiments qui ont une âme et qui commencent à rentrer dans l'histoire. Il n'y a pas une date précise à partir de laquelle elle commence à rentrer dans l'histoire, évidemment. Mais ouais, ça a cette espèce de charme que les banlieues aujourd'hui ont moins. Est-ce que j'ai envie qu'on garde les vieux bâtiments ? Je crois qu'il y a un malentendu en fait sur les bâtiments des cités. Je dis banlieue, mais c'est pas qu'en banlieue. Ça peut être un peu partout, ça peut être vu que nos villes ont été partiellement détruites, parfois c'est les centres-villes. Je dis ça pour Tours, par exemple. Tours, on n'en a pas conscience, mais enfin, on n'en a pas conscience. Je pense qu'il y a pas mal d'autres villes comme ça en France, où en fait le centre a été détruit, donc reconstruit avec ces bâtiments-là, certains logements sociaux. Enfin, pardon, certains des logements qu'il y a dans ces bâtiments sont sociaux, d'autres pas forcément, mais ouais, où on a remplacé ces centres-villes. Et en fait, ça a commencé il a commencé à y avoir des problèmes. Problèmes qu'évoque ce reportage des années 80, problèmes qu'on connaît bien aujourd'hui, dont c'est pas qu'on n'a pas le droit de parler, on peut en parler, mais c'est un sujet qui est quand même relativement tabou. Et en tout cas sur les causes de ces problèmes. Dans les années 80, et même quand j'étais petit, on parlait beaucoup de la cause de l'urbanisme comme cause. Je sais que c'est plus très actuel comme argumentation. Ils ont lâché un peu ça parce qu'ils ont compris qu'en fait, urbanisme ou pas, les mêmes problèmes se reproduisaient. Je suis un peu parti dans tous les sens, peut-être moins que d'habitude. J'espère quand même qu'il y a du progrès sur ce point-là.
Le point, c'est que j'aime pas le gâchis. Et que ces quartiers-là, qui définissent pas la banlieue, hein, le banlieue, c'est un abus de langage. La banlieue, elle est vaste, elle est diverse. Mais ces projets-là sont particulièrement des gâchis. Et du regâchis par-dessus. De la destruction, reconstruction. Et en plus, j'ai vécu, quand j'étais chez mes parents, dans ces reconstructions, dans ces nouvelles cités, où ça devait mieux se passer. Il se repasse exactement les mêmes choses. Tu peux être dans un bâtiment des années 2010, être privilégié. Il se passe exactement les mêmes choses. Cette théorie-là, qui émanait vraiment d'un truc... comment dire ? La théorie dont je parle, c'est que l'urbanisme est à la base de la violence. Qui s'appuie sur l'idée que le milieu façonne l'homme. Je dis pas que le milieu n'a aucune incidence sur l'homme, je dis que ça fonctionne plus dans l'autre sens. C'est plus l'homme qui fait la vie dans le milieu que le milieu qui fait la vie de l'homme. Et autant les mecs qui ont construit ces cités, que ceux qui les ont critiquées par la suite, c'est le même genre de mecs, hein, à peu près. Il y en a qui sont plus sur le commentaire et d'autres plus dans la construction encore. C'est même pas eux qui étaient dans la construction, mais plus dans la planification. Parce que c'est aussi des quartiers qui sont planifiés. Pour le Nouveau Belgrade, très planifié. Pour Sarcelles est un exemple de ville planifiée. Je ne sais pas si c'est le seul en France. En tout cas, c'est un des plus impressionnants. J'imagine que beaucoup de villes qu'on appelle Villeneuve, Villeneuve-sur-Machin, Villeneuve, bon, c'est aussi des nouvelles villes planifiées. C'est un thème que j'avais abordé il y a quelques années en parlant du Corbusier et de la planification, d'une manière générale. Là, on est en plein dedans pour ce qui est de Belgrade, parce que vraiment, je vais pas me répéter là-dessus, de toute façon, c'est Tito qui l'a ordonné, et la planification était très importante. Et vraiment, cette planification, elle émanait de... avec la nouvelle ville, on va faire le nouvel homme. Avec ce podcast, je voulais sortir un petit peu de ça. En fait, je devais le tourner hier à la base, et donc enchaîner un petit peu avec la vidéo sur Belgrade que j'ai faite et que j'ai abrégée. Il y a des raisons aussi pour lesquelles je l'ai abrégée. L'homme est complexe, j'avais envie de la faire et j'avais pas envie de la faire aussi. J'avais pas envie de reparler de ces thèmes-là. Et pourtant, c'est des thèmes qui m'habitent quand même. Et en tant que Français, c'était compliqué de passer à côté. Je pense que si j'avais tourné ce podcast-là immédiatement après, j'aurais pas apporté grand-chose, et c'est ce que je veux faire, d'apporter quand même quelque chose à ce débat-là. J'ai encore du mal à aborder le sujet, donc on va le prendre par un bout. Ce reportage de 81. Parlons-en. Donc il y a plein de gens qui sont abordés, avec lesquels le journaliste discute. C'était des problèmes qui étaient assez nouveaux. C'est des gens qu'on a méprisés et caricaturés, mais c'est des problèmes qu'ils étaient les seuls à l'époque à vivre. Il y avait un racisme qui est exprimé assez clairement là-bas par les gens, parce qu'en fait on les a fait vivre... On a créé une mini-société multiculturelle au sein d'un minuscule quartier. C'est quelques milliers d'habitants, les Canibous, en fait, à ce moment-là. Et le projet français, c'est de mettre à peu près toute la planète toute la planète, j'exagère.
Surtout qu'à ce moment-là, l'immigration n'était pas aussi diversifiée qu'elle l'est aujourd'hui. Mais elle commençait à l'être pas mal. Euh, c'est des gens qui visiblement le vivent mal. Ils n'ont pas grand-chose à dire de positif sur leur quartier. Alors même qu'il y a... bon, ça fait quelques années, mais il y a quand même une claire hausse du niveau de vie euh, vis-à-vis de ce que remplacent ces quartiers, qui sont j'allais dire les favelas, les bidonvilles de Nanterre, qui sont assez connus. Il y a une claire hausse du niveau de vie. T'es à côté, je sais pas où en étaient les transports à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est très bien relié à Nanterre. C'est pas une ville pour laquelle j'ai une affection ou une connaissance particulière, mais je vois en tout cas que t'es quasiment dans Paris en fait quand t'es à Nanterre, et t'as un logement, je sais pas non plus comment c'était à l'époque, mais plus accessible qu'un autre. Aujourd'hui ça l'est en tout cas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le système de logement social en France, c'est un des seuls moyens pour la classe moyenne de se loger décemment dans un centre-ville. Et là, c'était une possibilité. Ça devait être moins inédit, hein, j'imagine, à l'époque. Donc ouais, tout le monde plus ou moins dit que ça se passe mal. Il n'y a pas de mensonge là-dessus. Il n'y a pas tout le narratif euh, qu'on nous a servi plus tard sur à quel point c'était génial de vivre dans une petite société multiculturelle. J'ai utilisé le mot multiculturalisme de manière un peu abrupte dans la vidéo. J'aimerais revenir dessus parce que ça veut rien dire en fait, multiculturalisme. Enfin, si, ça veut dire plusieurs cultures. Donc on imagine généralement que c'est plusieurs cultures sur un même... Parce que le monde est multiculturel de base, mais c'est sur un même territoire. Et c'est ça qui peut parfois poser problème. Et c'est pour ça que j'insiste sur le parfois. Je pense que la France est un exemple. Je pense que c'était assez difficile d'autant dégoûter des gens qui le sont aussi difficilement par la diversité et le multiculturalisme. D'ailleurs, des mots qui ont été utilisés et salis. Je pense qu'il y a aujourd'hui d'autres exemples de multiculturalisme qui se passent plutôt bien, mais généralement, ça se passe bien malgré le fait qu'il y ait plusieurs cultures différentes. Je connais pas Dubaï, je veux dire, j'y suis pas allé, mais il y a beaucoup de retours. Et de ce que je vois, c'est très, très, pour le coup, là, c'est très multiculturel. Euh, Ça a l'air de se passer relativement bien. Là où c'est étonnant, c'est que c'est multiculturel, c'est assez libre et ça se passe bien. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le multiculturel fonctionne, enfin, une société multiculturelle peut fonctionner sous un pouvoir assez fort. Il faut qu'il y ait des dominants, en fait, parmi ces cultures-là. Il y en a une qui est dominante, et les autres sont en position de soumission. Là, ça n'a pas l'air invivable, là-bas, ça me donne pas envie non plus, hein. Je n'en suis pas là, mais, ça m'intéresse quand même, je trouve ça intéressant, évidemment, que les deux cas n'ont rien à voir. Les banlieues françaises et Dubaï, ça n'a rien à voir. Socialement, ça n'a rien à voir, mais aussi par ce fait qu'il y a quand même au-dessus une culture qui domine. À Dubaï, c'est très clair que t'es chez les Arabes. C'est la culture dominante. Et on est chez eux. Quand on est là-bas, on est chez eux. Je pense que je m'y sentirais pas oppressé pour autant, mais on accepte que c'est la culture dominante, et c'est comme ça que plein de gens peuvent cohabiter, mais qui en plus ont plutôt les moyens et sont sur... Alors il y a le projet de Dubaï, projet politique, mais qui a l'air même d'être un projet économique un peu. Et puis il y a les projets entrepreneuriaux de chacun, parce que généralement ceux qui vont à Dubaï, c'est pour cette raison-là. Donc les gens sont occupés. La France, il y a quand même une alchimie particulière pour que ça se passe mal. Et pas uniquement sur la question de la classe sociale, je pense. Dans tous les cas, la cohabitation est difficile. Mais il y a ce qui va bien à Dubaï. Enfin, comment dire, dans les éléments qui font que Dubaï se porte mieux, je compare pas Dubaï et la France, hein, c'est deux pays qui sont assez incomparables, mais la cohabitation en tout cas se passe mieux. J'imagine qu'il y a le fait qu'ils soient occupés
à Dubaï, mais aussi, et ça c'est un des éléments dominants dans ces questions-là, c'est l'identité. Encore une fois, Dubaï c'est clairement arabe. La France a du mal à se définir. En fait, se définir une identité, généralement ça part pas de zéro. On a de base une identité, on sait qui on est, et c'est quelque chose qu'on a désappris et pour certains qu'on est en train de réapprendre. Le fait de savoir qui on est. Et le fait de dire mon identité c'est toutes les identités, ça va pas fonctionner. C'est pas comme ça qu'on se définit. Je suis allé me chercher de l'eau parce que j'allais me mettre à tousser. Évidemment, le café, je l'ai chargé et j'ai terminé tout le mar de café, comme à mon habitude. Je te le recommande aussi, hein, évidemment. C'est là qu'est toute la richesse. Il y a même de la protéine là-dedans. La protéine de café, c'est dire. C'est un sujet qui m'éteint un peu. Je vais pas le cacher. Je voulais te parler à la base d'autre chose sur cette semaine. Et finalement, je me suis pris un peu... j'ai attendu le dernier moment que je m'étais donné en fait pour tourner cette vidéo-là sur Belgrade. Et ça m'a pris la tête. Je me suis pas penché sur ce qui devait être le sujet, c'est-à-dire la dopamine. Pas juste expliquer la dopamine pour beaucoup. Enfin, j'imagine que tu connais un peu son fonctionnement, même si on va le rappeler. Mais son lien avec l'éveil, son lien avec le vouloir et l'importance du vouloir. Comme je t'ai dit, ce ne sera pas pour cette semaine, malheureusement. Sans doute la semaine prochaine. Je t'invite à t'abonner d'ailleurs à la chaîne du podcast pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de Apple Podcast et tout ça. Je sais pas ce que tu utilises comme plateforme. Pour ma part, je suis rarement sur ces plateformes-là. J'ai d'autres techniques. Puis j'ai pas de pub là-dessus aussi. Je devrais pas le dire, mais... Enfin, je devrais pas le dire. C'est pas très correct vis-à-vis de la plateforme YouTube. Mais ne mets pas de pub. Voilà, quelque part. Tu te débrouilles, c'est pas moi qui te le dis. Enfin, qui te dit comment faire. Mais... ouais, j'essaierai de mettre sur tout à peu près. Je me pencherai là-dessus. Je me penche là-dessus d'ici quelques semaines. On en était à l'identité avant que je m'étouffe avec le café. L'identité, c'est un... En fait, Belgrade, pour le coup, va être assez intéressante sur cette question-là, surtout pour un Français qui vit dans un pays avec des identités multiples et de plus en plus nombreuses. Et plusieurs cultures qui découlent de ça. Pourquoi c'est intéressant Belgrade ? Parce que, l'air de rien, ils sont assez... Même si, en fait, sur les murs, tu peux voir certains qui se réclament d'une certaine Yougoslavie, d'autres de Serbie. En vrai, c'est très très homogène. Et ça a été homogénéisé à l'éclatement de la Yougoslavie. Parce que c'est un projet qui tenait à peu près derrière Tito et qui a commencé à battre de l'aile pour de multiples raisons, certaines qui viennent de l'extérieur du pays, évidemment. Évidemment que l'instabilité de ton pays, c'est un intérêt extérieur. Enfin, c'est souvent des gens à l'extérieur qui vont avoir cet intérêt-là. Simplement, tu peux faire en sorte d'être plus ou moins déstabilisable. Pas sûr de ce mot. Bref, je pense que tu peux comprendre l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'évidemment qu'il va y avoir de la malveillance de l'extérieur qui va vouloir te déstabiliser. Le but, c'est d'avoir une homogénéisation. Et en fait, même Tito jouait à ça. Tito souhaitait pas un pays de Bosniaques, de Croates et de Serbes. Justement, il voulait effacer ces identités-là pour les fondre dans une unité yougoslave qui puisse faire face. Après, en fait, ça fait un vrai pays. C'est pas pour dire que dans les Balkans, il n'y a pas de vrai pays. Mais c'est solide, on va dire, face politiquement, en tout cas. Et il a mis les vieilleries religieuses de côté. Il les a un peu méprisées.
que ce soit une erreur, c'est pas tellement la question. La volonté politique d'un pays, ça doit être de rassembler et d'être le plus uni possible pour faire face à l'extérieur. Ça, c'est la volonté de l'intérieur. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, il y a beaucoup de cette volonté ? Non. Et le terrain est particulièrement glissant. Le terrain est particulièrement favorable à ces instabilités-là. Donc après, ces scissions-là, elles se retrouvent en banlieue, elles peuvent se retrouver ailleurs. Il y a aussi des conflits de génération, il y a des conflits de... On a réussi à créer des conflits d'absolument tout. Des conflits de sexualité, carrément. De genre. Non, c'est fort. C'est fort. Et évidemment qu'on est un des pays qui peut le plus être déstabilisé, et pas que par les ennemis qu'on imagine ou dont on a déjà banni les médias en France. Et je dis pas qu'ils n'avaient pas intérêt à l'instabilité française, évidemment. Évidemment. Après, est-ce que cette instabilité ne nous aurait pas profité ? Sur le court terme, peut-être pas. Sur le long, peut-être. Bref. Les banlieues de cette époque, et je vais clore sur ce petit reportage-là, mais c'est du café qui me reste, pardon. Les banlieues de cette époque, en tout cas une partie des banlieues de cette époque, goûtaient en premier à cette instabilité-là. Ce qui avait l'air d'inquiéter relativement le maire, à qui j'ai laissé la parole en début de podcast. Il avait l'air de s'inquiéter de ces tensions-là. Je n'avais pas conscience de ça, à quel point c'était déjà inquiétant à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un peu partout, et on sait... Des positions ont été prises, en fait, vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'avant, ça pouvait plus être nié. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus que les boomers qui sont, pour certains, un peu éloignés de ça, qui ne prennent pas position et qui vont continuer à croire ce que leur disent les médias, c'est-à-dire que tout va bien. Enfin, c'est pas vraiment que tout va bien, mais si, ça va en fait. Ça va. Tant qu'on continue à voter à peu près au centre de l'échiquier politique, et tant qu'ils feront ça, ça ira, et ce sera plutôt stable. Il n'y a plus que eux qui croient ça. Plus personne ne croit ça autour, et je pense en plus qu'on n'a absolument pas les épaules pour faire face à un quelconque problème. C'est un autre problème de la multiplication des identités, c'est que pour se regrouper et trouver une solution, c'est quasiment impossible. Est-ce que je vais continuer à être pessimiste tout le podcast ? Parce que c'est pas censé être la DA des prochains. C'est pas ça. Mais quand je pense à ces sujets-là, je ne peux que en conclure ça. Je suis un peu comme le maire de Nanterre, comme ça, à dire, bon, on va faire en sorte que ça se passe bien, mais on discute avec les gens sur place, et ils sont pas chauds, quoi. Dans le reportage, il y avait des gens qui s'armaient, tout ça, c'est bon. C'est des gens qui ont fui les banlieues après, généralement. On les retrouve plus tellement aujourd'hui, c'est un voyage dans le temps, ces reportages-là. Mais je voulais pas que parler de ça. Les notes, elles sont ici. En fait, les conclusions en voyant ce reportage et le niveau de langue qu'il y avait à ce moment-là, même du gardien, je reviens beaucoup sur le gardien. Aucun mépris de classe envers le gardien, évidemment, mais je veux dire, j'ai connu des gardiens d'immeubles. Des gens charmants, des gens qui avaient le sens de l'autorité, mais pas ce niveau, ce niveau de langage-là. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on rehausse ça ? Il faut lire, et il faut lire du français. C'est ce que j'ai fait un petit peu, je me suis replongé, ça m'a fait le plus grand bien, je lisais trop peu. Je lisais trop peu ces derniers temps, et j'ai lu Louis Aragon, puisqu'il m'a été suggéré par un ami plus lettré que moi. Je n'avais pas lu Louis Aragon. Et en fait, c'est dans la liseuse, là. Pour le moment, je suis sous liseuse parce que j'ai pas pris le temps d'emménager. J'ai eu très peu de bibliothèques dans ma vie, en fait. Il y a une longue période où j'ai pas lu. Puis, j'ai vécu dans des petits logements pour lesquels il n'y avait pas tellement de place pour une bibliothèque. En tout cas, je leur avais pas fait de place. Et surtout, relativement instable, en fait, où je me projetais pas.
étonnamment, je suis plus dans mon pays, je commence à me projeter. Et j'ai envie d'une petite bibliothèque, j'ai envie un peu de papier, mais pour le moment, ça fait un super taf, la liseuse. J'ai quelques centaines de bouquins dont la plupart, je n'ai pas feuilleté, c'est pas le bon terme, que je n'ai pas ouvert. C'est Le Mentir vrai que je suis en train de lire d'Aragon. Pour dire, alors c'est pas que je suis un retard, hein, mais je comprends pas tout. Je comprends pas tout, j'ai même demandé un peu de contexte à ChatGPT, en fait je crois que c'est à peu près normal, c'est un bouquin qu'il a écrit en 64, je te le recommande pas plus que ça, hein, puisque en plus je suis pas en pleine compréhension de tout, en tout cas là où il veut en venir. C'est beaucoup de souvenirs qui ressortent, mais l'important c'est des mots dont on a perdu l'utilisation, et je pense que c'est dommage. J'ai pas envie d'être complètement réactionnaire dans le sens où il faudrait vraiment réutiliser tous les mots de l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui il manque, en tout cas pour ceux qui manquent, ce serait bien de les utiliser pour combler ce manque. Je suis plus dans le combler ce manque que dans le il faudrait reproduire cette époque-là que je connaissais même pas en fait. C'est un truc que je te conseille, hein, d'ouvrir un bouquin. Si tu penses que t'as pas le temps, c'est possible. Regarde quand même ton temps d'écran sur le téléphone. Si tu bosses dessus, regarde quelle part est liée au travail et quelle part l'est pas forcément. Pour ma part, j'ai quand même quelques heures par jour, hein. Je vois du 3 heures, des trucs comme ça. Donc, en fait, j'avais le temps d'une petite heure de lecture. Et ça ressource. Je vais continuer ça. Et puis, c'était aussi pour un peu enrichir le podcast. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait hier. C'est parce que j'allais tourner autour des mêmes sujets avec à peu près le. Ouais, si c'est pour avoir le même niveau de vocabulaire, à quoi bon s'il n'y a pas d'amélioration? Je veux faire quelque chose d'un peu plus agréable à écouter. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent bien. Ils sont agréables à écouter. Je me faisais la réflexion récemment, avec qui je me suis fait la réflexion? Avec deux personnages assez éloignés sur le spectre politique, qui sont Bégodeau, François Bégodeau, et Jean-Eudes Gana, que j'ai entendu chez Vincent Lapierre. C'était assez intéressant, et surtout, plusieurs fois, en fait, pendant ma vidéo, je me suis dit, purée. Je me dis pas purée. Je me suis dit, il parle bien, quoi. Il a... Bégodeau, c'est une évidence, mais en fait... comment dire ça? Bégodeau n'est pas traiteur. Là, Jean-Eudes Gana, c'est le voisin qu'on veut, en fait. Il a l'air hyper fiable. il a l'air fiable, il est traiteur. Voilà, c'est le gourmand français, quelque part. Et en l'entendant, bon, il décrit des problèmes qui sont absolument déprimants. Mais il a un parler de lecteur. J'ai aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, Bégodeau aussi, hein, c'est la raison pour laquelle il parle aussi bien. Ça t'apporte pas seulement du vocabulaire, ça t'apporte une sorte de calme, le fait de lire régulièrement. Et je sais le reconnaître, parce que je le reconnais en moi aussi. Il y a eu des périodes où je lisais plus et j'étais meilleur, des périodes où je lisais moins. Et je vais pas dire que les livres audio, ça compte pas, ça compte, c'est toujours bien d'en écouter. C'est quand même pas le même niveau et c'est pas le même ça t'entraîne pas à la même visualisation. Sujet sur lequel on se penchera aussi. Il s'agit pas d'idolâtrer la littérature et vraiment d'être que là-dedans, ou même la philosophie, pas du tout. Mais ça peut être bien de le faire vivre quand même. Et ces deux personnages, chacun dans leur... Je veux pas les mettre sur un même pied. Évidemment, il y en a un qui m'inspire plus de sympathie que l'autre. Bégodeau, le côté prof me gêne vraiment. En fait, quand t'as étudié en ZEP, enfin étudier c'est un bien grand mot, hein, mais quand t'as été élève en ZEP, Bégodeau, je vais pas dire qu'il est inaudible, mais je me le fais pour des moments où... que je vais essayer de rarifier, en fait, des moments
ce qu'on appelle aujourd'hui le hate watch. Voilà. Là, je le regarde pas, j'écoute. J'écoute un peu ce qu'il nous dit. La dernière fois que je l'ai entendu, bon, on va pas... J'ai pas envie de laisser trop de place à ça non plus. Mais de temps en temps, parce qu'en fait, il dit oui à absolument tous les médias qui lui donnent la parole, ou les médias de toutes sortes d'ailleurs, et c'est tout à son honneur. Mais donc en fait, toutes les semaines, il y a un nouvel entretien de 4 heures où on peut l'entendre. Et il est quand même un niveau au-dessus, en termes de tout, de syntaxe, de vocabulaire, d'articulation des idées. C'est très fluide, c'est très agréable. Mais il me gêne sur bien des points, voilà. Je vais pas le cacher et je vais pas faire comme si je voulais pondérer les deux en disant ouais, je sais pas si je suis de droite ou de gauche. Non, non, je le sais très bien. Je le sais très bien et les affects sont assez clairs. Donc, ouais, en tout cas, ces deux personnages contemporains où je me suis dit, ouais, les idées sont bien articulées, c'est charmant d'entendre ça. Je pense juste qu'il y a un profil qui est plus sain que l'autre. Sans le connaître trop d'ailleurs, hein, pour Jean-Eudes Gana, mais ce point-là, ça m'a inspiré. Et je vais remplacer le hate watch, on va dire le rendez-vous, c'est quoi, c'est mensuel, je sais pas tous les combien je tape pour écouter un peu ce qui se dit. Il y avait quand même un sommet de Bégodeau, c'était chez Ouria Boutelja, où là tu te dis, bon, on est arrivé au bout de la logique, le prof s'est intégralement soumis. Il a justifié avec toute la richesse de notre langue sa soumission. Et il est très convaincant là-dessus. Vraiment, en fait, c'est pas parce qu'il est convaincant, c'est marrant, hein, parce que je reconnais qu'il l'est. Il n'y a pas un moment où je me dis qu'il a raison. Très très rare. Peut-être qu'il y a eu quelques points, mais vraiment c'est rare. Par contre, à chaque fois, je me dis que on pouvait difficilement mieux tourner l'argument. Mais donc ouais, en fait, je l'ai eu, mon sucre, quelque part. Je l'ai eu, l'entretien, chez Ouria Boutelja, où c'est assez lunaire. Et c'est... on en est là. On en est là. Remplaçons ça par de la lecture, quelque part. Et j'ai même envie de dire qu'au cas où tu m'écoutes, et tu es toi aussi dans ton hate watch, je suis l'objet de ton hate watch. C'est possible. Il n'y a pas de mal à ça. J'aime bien cet anglicisme. Est-ce que... Parce que le visionnage de la haine, c'est pas très bon en français. On va garder ce... De toute façon, c'est un truc assez malsain. Ça me dérange pas que ce soit dans une autre langue. Si je suis ton hate watch, arrête. Arrête. Pas de me détester, il n'y a pas de mal à ce que tu me détestes, mais prends du temps pour autre chose. Ta vie doit pas être ouf. Ça va me permettre d'enchaîner sur la question des commentaires. Parlons-en un petit peu, puisque je crois que c'était dans le dernier podcast que j'avais... Ouais, ça devait être ça. Parce que j'avais parlé de la question du White Savior, tout ça, qui me venait d'un commentaire qu'on m'avait fait et qui était resté dans ma tête. Donc j'avais dit que... et c'est vrai, généralement, je les lis pas, les commentaires. Et là, celui-ci, c'était un peu imposé. Bon, bref, j'avais un peu cliqué quand même. Le lendemain de ce podcast où je déclare ça, j'ai fait tout l'inverse. J'ai regardé les derniers commentaires qu'il y avait sur les vidéos et ils étaient finalement assez... J'en étais assez content, je me suis rappelé, mais en fait c'est comme ça depuis le début. J'ai une section de commentaires qui est plutôt qualitative, généralement, je veux dire. Il arrive aussi qu'elle soit merdique parce que j'ai un peu envoyé du merdique. On a, comme dit l'adage moderne, on a la communauté qu'on mérite, je crois, c'est un truc comme ça. J'avais vu que ça se disait beaucoup sur... il y a deux streamers assez connus, un turc et enfin c'est un français mais il est d'origine turque et c'est une évidence qu'il est d'origine turque. Ilan, quelque chose comme ça.
euh, Ilan et son pote qui ont remonté la France à pied et qui ont été euh, confrontés à la France. Je passe d'un sujet à l'autre, mais allez, faisons-nous plaisir. On est encore, petit anglicisme, sur du small talk. On- ça lie un petit peu notre sujet, parce qu'en fait, ils traversent la France et ils se rendent compte que... Bon, j'ai l'impression qu'ils rencontrent des types sympas, mais aussi un bon bouquet de retards, de gogoles finis. Et je crois qu'ils ont été un peu choqués de ça. Je dis pas que eux, c'est des grands intellectuels, hein. Simplement, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que leur public soit aussi teubé. Il en suffit de pas beaucoup, en fait, hein. Ça peut être une minorité, mais ça avait l'air irrespirable. J'ai vu quelques extraits, on m'en a envoyé quelques extraits de leur marche, avec des gens qui les apostrophent et tout. Je me dis, ah, c'est donc ça la France. Et le truc, quand je disais, on va essayer de bannir truc, pour le coup, le truc, c'est pas dingue. Quand je disais que les problèmes qui avant se limitaient aux banlieues s'étaient étendus, là on le voit clairement, hein. Peu importe où ils sont, il y a toujours des petits gogols français, peu importe l'endroit où ils sont sur le territoire, en gros. Je crois que ça leur a mis une claque, j'ai l'impression, et j'ai même vu, c'était marrant que qui, en tout cas c'est Ilan qui a fait ça, qu'il avait pris la décision de mieux parler par la suite. Il avait dit il faut arrêter de parler comme des gogols, et il s'était fait attaquer pour ça. Enfin, attaqué, j'imagine, par une minorité, par Twitter. Il y a toujours des gens, ça s'appelle plus Twitter, mais bref, il y a toujours des gens qui peuvent être choqués de ces choses-là. Mais je crois que c'était cette espèce d'électrochoc-là qu'il avait eu. Qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça? Je sais plus exactement. Est-ce qu'on entend la pluie en fond? Ça fait une petite ambiance. On est sur un dimanche pluvieux que nous offre Tbilissi, qui me rassure un petit peu quelque part, parce qu'on était quand même sur des semaines et des semaines de soleil. C'est pas pour me déplaire, hein. Mais je me suis demandé, à un moment, les plantes, elles boivent, parce que c'est quand même assez vert, comme, comme pays, comme endroit, la Géorgie. Et oui, voilà, ça doit être à ce moment-là. Donc c'est le café du dimanche pluvieux. Et la Borjomie, la petite préférée de Joseph Staline. Mais qui, au-delà de ça, loin de moi l'idée de dire qu'il aurait des goûts moyens ou quoi, on peut se fier au goût de Staline, je pense. Je crois il faisait venir aussi à Moscou du vin géorgien. Si t'es un fin amateur de vin français, c'est un truc que je te conseillerais sans doute moins, mais moi je l'ai apprécié, parce que je suis pas un fin amateur. J'aime le vin, et le rouge essentiellement, et celui que j'ai goûté ici, même si je bois très peu d'alcool, celui que j'ai goûté ici était très bon. Même si assez sucré, c'est quand même quelque chose. Par contre, ça, extraordinaire, ça te sauve de n'importe quelle maladie à peu près, hein. Vraiment, la Borjomie gagne à être connue. Est-ce qu'un peu de structure, c'est pas ça qui manque à ce podcast? Je maintiens qu'il y en a de plus en plus. Je le maintiens et j'y crois. J'y crois, j'imagine, au bout de la dizaine de podcasts, sans doute, je serai rodé à l'exercice et on pourra y inclure des gens. J'aurais pu commencer par inclure des gens, mais il se trouve que au niveau organisationnel, ça se passe pas exactement comme ça. C'est le but, hein, évidemment, sur le podcast, depuis le début, que ce soit des discussions ouais, que ce soit des discussions, je pense qu'à deux, c'est l'idéal. Je vais ramener le matériel nécessaire pour ça, et puis les gens nécessaires aussi pour ça. On va parler de, pas cet épisode-là, mais on parlera de la raison pour laquelle tu dois venir en Géorgie. Ça s'adresse pas à n'importe qui, hein. Je, mais il est possible que tu aies cet instinct-là de il faut que je me barre de la France. Et loin de moi l'idée de
de te blâmer si tu ne l'as pas. Hein. Je dis pas qu'il faut l'avoir automatiquement. Mais la France est quand même dans une situation qui est assez compliquée. Je dis pas qu'il faut se barrer dans toutes les situations compliquées, mais dans celles où tu peux rien faire. Et on est beaucoup à ne pouvoir rien faire. Sauf continuer à jouer de la musique sur le Titanic. Je sais pas, je crois que c'est une expression. Bref, tu connais un peu le film Titanic et l'orchestre qui a continué à jouer pendant que le bateau était en train de couler. On peut garder cette élégance-là. Y a pas de problème. Je pense que certains ont le sentiment qu'il faut se barrer. Et la Géorgie peut être une option pour ça. Chacun ses goûts. Mais encore une fois, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, que j'aborderai mieux par la suite. On va s'approcher des 1 heure pour le moment. J'aime bien ce format-là, 1 heure. Podcast vidéo, c'est à peu près bien. C'est là-dessus que je suis à l'aise aussi, je dirais. S'il y a un truc à retenir, c'est essaye d'intégrer un peu de lecture à ton quotidien. Si t'en as assez, bravo, franchement. Parce que je trouve c'est de plus en plus difficile. J'avais peut-être moins de mal à un moment pour lire. Bon, ça dépend de plein de trucs, hein, évidemment, en fonction de ta situation. Mais c'est un thème, c'est un thème qu'on creusera. Et il n'est pas question que mon vocabulaire s'appauvrisse ou même stagne. Pareil sur la capacité à articuler les idées là-dedans, dans ce podcast. Et je t'encourage à muscler ça aussi. Muscler ton corps aussi, mais peut-être que ce format-là de podcast est le moins propice à ces conseils physiques. J'ai d'autres formats qui seront consacrés et qui sont un peu plus adaptés. J'ai d'ailleurs un des meilleurs physiques de ma vie. Et ça va continuer comme ça. On n'y est pas encore au meilleur physique de ma vie. D'ici quelques mois, on reparle de ça. Mais là, je suis en train de m'installer et de profiter de toutes les joies de la sédentarité pour avoir un bon physique. Je suis allé chercher dans mes notes un peu de structure, il n'y en a plus, je crois. Je crois avoir abordé ces sujets-là. Est-ce qu'on se fait un dernier coup sur les sujets déprimants ? Je pense plutôt qu'on va conclure cet épisode. Il n'y a pas grand intérêt à ce que je continue sur ces sujets-là. Le prochain aura sans doute plus d'intérêt, mais ça c'est une promesse que je peux te faire à chaque épisode quelque part. On va essayer. La marge de progression devrait être quand même assez ascendante au début, forcément. Mais là je le sens, j'ai de l'enthousiasme pour le prochain, et c'est la raison pour laquelle je vais rapidement conclure là-dessus, et je vais... c'est dimanche, qu'est-ce qu'on va faire ? Préparer la semaine prochaine. En termes de contenu, me sortir un petit peu de ce caca que j'ai sur les chaussures. Pas une très bonne métaphore. Pour conclure là-dessus, l'hétérogénéité qui a été voulue en France, je pense qu'elle n'est pas forcément bonne, en tout cas déjà pour ceux qui la subissent. Elle peut avoir un intérêt, et on t'a survendu en fait cet intérêt-là, moi aussi. Elle est aussi le terrain de beaucoup d'instabilité, d'un mal-être. Faut pas le nier, c'est pour ça aussi que les cités, ça évoque autant de mal-être chez les Français. C'est pas les cités en elles-mêmes, d'accord, c'est pas les plus beaux bâtiments qui soient, c'est pas dû à l'architecte, ni à l'urbaniste. Même si je les affectionne pas particulièrement. C'est je pense même qu'ils sont peut-être plus malveillants que d'autres, pour d'autres raisons. La Nouvelle Belgrade n'est pas non plus mon idéal, je le répète. Je ne suis pas non plus payé par je ne sais quel organisme serbe, pas du tout. C'est de l'affection, voilà. La nouvelle Belgrade, je la trouve justement intéressante parce que déjà c'est la ville du futur.
Mais imaginez, il y a un moment. C'est des lignes très franches, du béton très brut, ça j'adore. Et par-dessus ça, une expression artistique du peuple. Je ne parlerai pas aujourd'hui de l'expression artistique qui émane des banlieues, dont tout n'est pas acheté. Beaucoup est à jeter et beaucoup est très médiocre et pas du tout au niveau qu'on peut attendre de la France. Voilà. À l'inverse, et vraiment ça c'est... Je crois que je n'ai pas reparlé, mais l'idéal ça serait que je refasse un beau film comme je voulais faire sur Novi Beograd et que cette fois je ne me laisse pas polluer. Quand je parle d'expression artistique, il y a ce qu'il y a sur les murs de Novi Beograd. Je sais pas, il y a 200 000 personnes qui y habitent, donc forcément qu'il y a des artistes. Mais j'avais même vu la première fois que j'avais été dans ce quartier, j'avais vu une école de sculpture, une école d'art, je pense. En tout cas, là, ils faisaient de la sculpture et c'était exposé à l'extérieur. J'avais parlé assez longuement à un Serbe là-bas, alors qu'il n'était pas de l'école, mais qui faisait de la photo. Et c'est marrant, il m'avait parlé de La Haine, le film La Haine, parce qu'il a vu que j'étais français, en fait. Et on avait un peu parlé de ce sujet-là, en fait, où quand il me parle de la haine, il se rend compte qu'on n'a pas exactement les mêmes problèmes en France et en Serbie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en Serbie, loin de là. Loin de là. Mais les réponses du peuple face à ces problèmes posent moins de problèmes, sont plus uniformes que celles qu'il pourrait y avoir en France. Je dirais que les dernières qu'il y a eu en France de sérieuses, c'était les Gilets jaunes. Mais les mobilisations en Serbie avec... quand ils ont tous mis les lumières dans la rue, c'était une marche silencieuse. Déjà, c'est flippant, faut le dire, aussi en termes de manifestation. Manifester silencieusement, ça envoie quand même. Et là, c'était dans la nuit, dans les rues de Serbie, et ils ont tous mis leur flash de téléphone en l'air, ce qui faisait qu'il y avait des images des hauteurs qui étaient impressionnantes. Ça venait de... C'était des manifestations contre, je crois, la corruption du gouvernement vis-à-vis de la Chine, et des travaux. Il y a eu un malheureux incident à la gare de Novi Sad, je crois, le parvis qui s'est écroulé et qui a fait une dizaine de morts. Et le gouvernement en a été tenu responsable et il y a eu une mobilisation directe après. Je trouve qu'on manifeste beaucoup en France, ça va un peu nulle part. Et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de scission à l'intérieur du pays. Et évidemment qu'une société multiculturelle, ça donne une société multiconflictuelle. Tout le monde le sait et le terrain en France est vraiment propice à ces conflits-là. Je ne veux pas tourner en rond là-dessus. C'est un peu ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel conclure ? Ouais, c'est difficile ce dimanche. C'est pas là que... je suis pas forcément le plus clair. Non, je peux te recommander de t'abonner à la chaîne. Le projet que j'ai échoué cette semaine, c'est vraiment pour la semaine prochaine. Et je vais m'y mettre dès maintenant. Passe une bonne semaine, un bon week-end, je sais pas trop quand tu m'écoutes. Ciao. On a démoli les bidonvilles, on a construit des cités. Faut-il maintenant démolir ces cités ?